La première étape pour la mousse, ça va être de venir travailler la texture de notre bulle ici. Donc, on va venir dans son shading et on va lui ajouter un matériel. La difficulté avec les bulles, c'est qu'on veut que le contour de la bulle de mousse soit blanche, mais que le centre ait l'air transparent. Le problème, c'est que selon l'angle à laquelle on regarde une bulle, si on fait seulement un cercle blanc sur le tour, ça ne fonctionnera pas quand on va le regarder dans un autre angle. Donc, on doit faire une texture qui va changer selon l'angle de la vue. Pour ce faire, on va utiliser le Input Layer Weight. On va ici dans ces options Facing, qui représente justement la façon dont on le regarde. On va le connecter à une Color Ramp. Vous allez voir que la Color Ramp revient souvent. On va connecter son Facing dans la fac. Approcher le noir un petit peu. Avant de passer à la prochaine étape, je vais vous montrer tout de suite l'ancien setup qui était utilisé pour faire la même chose. Parce que sur beaucoup de vidéos tutoriels, c'est encore la méthode qui est utilisée. On va voir qu'avec les dernières releases, il y a une façon beaucoup plus simple de faire. Donc avant, on connectait un transparent BSDF à notre BSDF à l'aide d'un mix shader. Et avec le noir, on décidait ce qui était dans le premier. Donc plus je mets noir, plus j'ai de transparence. On voit ici que si je bouge la souris, j'ai plus de noir au centre. Et le blanc représentant 1, plus j'ai de blanc, plus je viens dans le deuxième shader ici du mix shader. Ça, c'est l'ancienne façon. Maintenant, dans BSDF, on a le alpha directement ici. Donc, plus besoin du transparent, plus besoin du mix shader. On connecte directement notre color ramp dans notre alpha et notre BSDF dans la surface, bien sûr. Pour avoir le résultat, on doit par contre aller dans Matériel. Sous Blend Mode, on coche Alpha Blend. Et on a automatiquement le résultat de la transparence, que je peux ajuster encore avec ma Color Ramp. Le Alpha Blend, vous ne le trouverez pas en mode Cycle. C'est seulement pour Eevee. Quand on va être en Cycle, ce qu'on va devoir faire, c'est venir ici dans Light Path et jouer avec le Max Bounce Transparency. Vous voyez ici, si je viens en rendu, j'ai ma transparence, mais si je le mets à 1, le centre devient noir. C'est parce qu'il n'y a pas assez de calculs qui sont faits dans les rebonds de la lumière pour comprendre la transparence. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'un grand chiffre parce qu'on en a juste une, mais quand on va l'utiliser en particules et que la lumière va devoir traverser plusieurs bulles collées une sur l'autre, on va peut-être devoir augmenter ce chiffre. Et grâce au Layer Weight, on voit que peu importe comment je tourne, c'est tout le temps le centre qui est invisible. On peut descendre ici un peu le noir, on va le voir mieux. Vous voyez que la face qu'on regarde va toujours être transparente. On n'aurait pas pu arriver à ce résultat simplement en mettant du blanc sur tout le tour manuellement, parce que si on change d'angle, on va voir le blanc d'en face plutôt que de l'avoir sur le côté. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à peindre notre surface pour indiquer à Blender à quel endroit on veut le plus de particules et à quel endroit on en veut le moins. Donc, je viens sélectionner mon café. Je clique ici sur Texture Paint et ici, je sélectionne White Paint. Maintenant, on va choisir à quel endroit on veut en avoir plus et à quel endroit on veut le moins de bulles selon la couleur. Simplement en se promenant avec le clic gauche enfoncé, les endroits rouges vont contenir plus de bulles et les endroits bleus en contiendront pas. Si je veux en enlever, ici, je peux faire Subtract. Pour lier le système de particules à notre forme, il y a plusieurs étapes. Je vais passer rapidement étant donné qu'il va y avoir une vidéo sur les particules plus loin. Pour l'instant, je vais seulement montrer quelles options cocher. Donc, on sélectionne notre café. On vient ici dans Particules. On clique sur le plus. On choisit Air. Je sais que ça ne fait pas de sens pour l'instant, mais vous allez comprendre. On peut cocher Avancer. Dans Render as Path, on va changer ça pour Render as Object parce qu'on veut mettre l'objet qui est notre sphère. Ce qui va nous permettre en bas de choisir l'objet avec la pipelette. Donc, on vient sélectionner notre sphère. Déjà, on commence à voir un résultat. Ici, on va changer un peu la taille. Elles sont un peu grosses. Donc, on peut la réduire
ici. Et randomness, c'est le hasard. Ça va de 0 à 1. C'est comme un pourcentage au fond. Certaines vont être plus petites que d'autres. Elles ne seront pas toutes de la même grosseur. Ça rajoute aussi un peu de réalisme. Dans Vertex Group, pour la densité et la length, on va aller choisir notre groupe. C'est le seul qu'on a fait. Automatiquement, quand on a créé notre white paint, tantôt, ça l'a créé pour nous. Et là, on voit qu'il commence à se placer sur l'endroit qu'on avait dessiné, mais il n'y en a pas assez. Il y en a seulement 1000 par défaut. Donc, on doit monter ici à émission. Pour le nombre, on peut essayer peut-être avec 6000. Et on voit aussi que c'est pas assez peint sur les côtés ici. Donc, on va retourner dans notre texture paint. On revient en white paint. On peut cacher la tasse. On se met en addition. Et on peut venir peinture un peu sur le tour. Pour agrandir la forme du pinceau, on appuie sur la touche F. Et maintenant, on peut bouger la souris pour agrandir, choisir la taille qu'on veut. Et ici, dans Weight, si je le mets plus faible, je n'embarquerai pas dans le rouge directement. Vous voyez, j'ajoute pas beaucoup de bulles. Et là, après, c'est à vous de vous amuser. Vous pouvez même faire des dessins au milieu. Maintenant, on peut essayer un rendu pour voir ce que ça donne. Avant, je vais rajouter une plane en dessous. Et on va appuyer sur F12. On voit qu'on a un petit problème dans l'ombrage de la poignée ici. Si je déplace ma lumière plus loin, c'est en fait l'ombrage de la tasse qui est dans la poignée et non la poignée sur elle-même. Donc on pourrait simplement déplacer la lumière ou tourner notre vue de façon à ce qu'on puisse comprendre d'où vient l'ombrage. Donc pour la fumée, je vais tout de suite vous montrer les étapes, mais je ne rentrerai pas trop dans les détails de toutes les options, étant donné que plus loin, je vais mettre tout ce qui a rapport à la fumée dans la même vidéo. Comme ça va être plus simple. La journée où vous aurez de la fumée à faire, vous allez savoir que la vidéo sur la fumée contient tout ce que vous avez besoin. La première étape va être d'ajouter l'objet qui va être la source de notre fumée. Donc on peut ajouter une sphère qu'on va venir placer dans notre café. Toujours plus facile de déplacer un objet en mode orthographique, comme si on a juste deux angles à la fois. Source fumée. J'utilise une sphère pour garder la vidéo simple parce que ça nous permet de bien la visualiser. Et en la scalant, on peut éviter que la fumée passe au travers de la tasse. Mais dans la vidéo sur la fumée, on va comprendre qu'on aurait pu appliquer directement la fumée sur le café en ajoutant des paramètres à la tasse pour que la fumée ne passe pas au travers. Maintenant, on va se remettre en cycle. On va venir en Look Dev. Et en sélectionnant notre source de fumée, on va venir dans Object, Quick Effect et Quick Smoke. Automatiquement, Quick Smoke va ajouter la boîte autour. Ça permet au logiciel de calculer juste la fumée qui va être dégagée à l'intérieur de cette boîte et non dans tout l'infini de l'espace autour. Sinon, ça serait trop long à calculer. On voit que Smoke Domain est apparu à droite. C'est le nom de la boîte jaune. Et maintenant, dans Physique, on a des nouvelles options. On peut augmenter la résolution à l'intérieur de notre boîte. Je pourrais écrire par exemple étoile 2 pour x2. On va se servir du Adaptive Domain, ce qui fait que la boîte jaune va être plus petite au départ et va grandir à mesure que la fumée va se dégager. Ça nous permet de faire moins de calculs au départ. Et on va le voir si j'appuie sur Play. La boîte grandit effectivement pour suivre la fumée. Et là, j'ai fait jouer les 65 premiers frames, mais je n'ai pas encore accès aux autres frames. Même si je clique, ça reste la même chose qu'à la frame 65. Parce qu'il y a un calcul à faire pour chaque frame, et pour le faire, je dois repartir de la frame de départ et faire play. Et même en ce moment, si j'appuie sur F12 à la frame 30, je ne verrai aucune fumée dans mon rendu. Je dois absolument le bake avant de pouvoir l'utiliser. Donc, on le fait juste un play au départ pour se donner une idée de ce que ressemble notre fumée. Une centaine de frames devrait être suffisant. Et je la trouve trop épaisse en ce moment, donc je vais venir dans Matériel, dans Volume, et je vais réduire la densité. Je pense que 1 va être suffisant. Et trompez-vous pas, le densité dans Matériel, c'est pas la même chose que le densité qu'on voit ici dans Physique. Si j'augmente la densité, la fumée va monter plus vite. Mais si je la descends très bas dans un chiffre négatif, elle va aller vers le bas parce qu'elle va être plus lourde que l'air.
Donc maintenant, je viens dans Bake, qui se cache sous Cache. Et les options sont grisées tout simplement parce que je n'ai pas enregistré mon projet encore. Donc, il ne sait pas dans quel dossier il doit enregistrer mon baking. On vient simplement dans File, Save As. On peut le nommer Café. Maintenant, les options vont être dégrisées. On peut choisir ici combien de frames on veut. Et même si j'écrivais de 90 à 110, il va commencer la simulation à 90 du départ. Maintenant, je peux cliquer sur Bake, mais si vous avez une bonne machine, vous pouvez cliquer High Resolution et venir augmenter la qualité de votre fumée. Je vais le mettre à 2 ici. En gros, pour une plus grosse fumée, par exemple sur un building en feu, on va racheter une plus grande boîte. Donc, on va avoir besoin d'une plus grande résolution de division à l'intérieur de notre boîte. Mais la résolution de notre fumée en tant que telle, c'est vraiment ici dans Résolution division qu'on va la choisir. Et maintenant, je vais cliquer sur Bake. On voit le pourcentage en bas et à quel frame il est en train de calculer en ce moment. Petite note en passant, faites attention parce que si vous avez fait un défaut Save Startup File et que vous le faites un New Général pour revenir sur votre tasse à café, on voit ici le baking n'est plus là parce que c'est considéré un nouveau projet. Donc, le baking il peut enregistrer dans le même dossier. Vous allez vraiment devoir faire File, Open ou Open récent et ouvrir votre café pour avoir votre timeline bakée dans le dossier. Maintenant, on voit que je peux me déplacer facilement dans les frames de 1 à 5 étant donné que le calcul a été enregistré. C'est ce qu'on a fait avec le baking. J'aime pas l'effet sur le dessus. Donc, pour régler le problème, c'est bien simple. Je vais scaler ma boîte sur l'axe des Z, la remonter un peu. Je vais venir cocher ici l'option Dissolve. Et on voit ici que j'ai plus accès à ces options-là, étant donné que j'ai déjà bake avant de le faire. Donc, je vais devoir delete mon bake. Et maintenant, j'ai pas besoin de rebake pour le tester. Je pourrais simplement revenir à la première frame et cliquer sur Play pour avoir une simulation des options que j'ai fait. Ici, on voit que ma cage n'ira jamais plus haut que ça parce que Dissolve fait qu'après un temps, la fumée se dissipe. Donc, j'ai une hauteur satisfaisante. Je vais maintenant faire Bake. Puis, il suffit d'aller sur la frame qu'on trouve la plus jolie. On peut se permettre de venir en cycle pour avoir une meilleure idée de notre fumée. Donc, je vais appuyer sur F12 et on remarque dans mon rendu une belle grosse balle blanche en plein centre de la tasse. C'est dû au fait que j'ai oublié de désactiver la source de ma fumée. Maintenant, on va aller voir comment activer l'effet de verre sur notre tasse en mode EV pour qu'elle soit similaire à celle qu'on avait en cycle. On doit la sélectionner ici, tasse. Dans rendu, on va choisir le mode EV. On coche Screen Space Réflexion. On veut refléter ce qui est autour de la tasse. Et on va activer la réfraction. On se souvient de l'indice de réfraction IOR qu'on avait vu dans la vidéo sur les textures. On va voir son effet ici. Je vais aussi venir dans Matériel et spécifier que ce matériel utilise le Screen Space Réfraction aussi, parce que ce n'est pas tous nos objets qui vont être en vert. Et on a vu aussi qu'avec la méthode Assign, on pourrait spécifier quelle partie de notre tasse a de la réfraction et quelle partie n'en a pas, en utilisant deux matériels différents sur le même objet. Je vais décocher la balle pour la source de ma fumée, la bulle aussi, et on voit l'effet de réfraction, la distorsion au travers du verre. En ce moment, est vraiment pas réaliste. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller choisir la profondeur de notre réfraction ici. À point 1, c'est déjà beaucoup mieux. Point 2 et point 3. On voit ici que la mousse, la réfraction de la mousse change à mesure que je choisis la profondeur. Je pense que le résultat le plus réaliste est à point 3. Point 4, c'est un peu trop. Donc, on va y aller avec point 3. Et maintenant, si je fais F12, j'ai ma tasse en EV, qui est quand même très similaire à celle qu'on avait en cycle. On remarque aussi que l'ombrage est géré différemment avec le moteur EV. En cycle, on n'avait pas l'ombre qui passait même au travers de la tasse ici. Même que si je prends mon café, on voit que lui-même dégage une ombre.
Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est venir ici dans le matériel du café et sous Shadow Mode, on peut le mettre à None, qui va désactiver son ombrage. Pour ce qui est de l'intérieur du café, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il ne faut pas oublier que pour faire notre café, on a triché un peu. On a fait seulement une plane sur le dessus étant donné que c'était la seule partie visible. Mais pour être plus précis, on aurait pu le modéliser jusqu'au fond de la tasse. Comme son matériel n'est pas transparent, il aurait bloqué l'ombre de façon naturelle. Donc si vous tenez à le faire en Eevee, ça peut être une façon de régler ce problème. En même temps, de cette façon, si on avait un liquide pétillant, on aurait pu utiliser le White Paint pour mettre des bulles sur toute la hauteur plutôt que juste sur le dessus. Maintenant, comme petite touche finale, on va essayer d'ajouter un logo sur notre tasse. On va voir que c'est un petit peu différent que ce qu'on avait fait à date avec le UV Mapping, étant donné que c'est pas toute notre tasse qu'on veut mapper, mais plutôt une partie de notre UV qu'on va vouloir coller par-dessus notre matériel. Donc, on va utiliser les nodes pour ce faire. Première étape, faire le UV Mapping. Donc, je viens en modélisation. Je vais cacher l'effet de subdivision. Ça va être plus facile de travailler. Donc, je vais en faire une autour de la poignée pour la séparer. Je vais aussi séparer le dessous de ma tasse. Donc, je peux faire Alt pour sélectionner la loupe. Je vais cacher mon café. Sélectionner la loupe du fond à l'intérieur. Je vais aussi séparer le dessus. Et pour partir une loupe de ici à ici, je peux tenir la touche CTRL et faire un clic gauche. Automatiquement, il va calculer le chemin le plus rapide pour se rendre d'un point à l'autre. Petite astuce en passant, clic droit, j'aurai pas accès au Mark Seam parce que je suis dans le Vertex Context Menu. Donc, je dois bien être en Edge Context Menu pour avoir accès au Mark Seam. Je ne sais pas si ça va changer dans les prochaines versions. Je pense que ça pourrait aussi être en mode vertex, étant donné qu'on peut sélectionner 2 vertex pour avoir une seam. Ou sinon, utiliser simplement la touche U pour ouvrir le contexte UV Mapping. Une dernière séparation à l'intérieur de ma poignée. Je fais CTRL pour aller jusqu'ici, maintiens Shift et CTRL pour aller jusqu'ici. Parce que si j'avais simplement fait CTRL entre les 2 points, il serait parti d'ici en ligne droite jusqu'en bas. Celle-ci est trop. On vient en UV Editing, sélectionne tous nos faces avec A, U, Unwrap. Maintenant, je vais accélérer étant donné qu'on a vu tout ça dans les vidéos précédentes sur le UV Mapping. La différence cette fois, c'est que dans l'exemple précédent, j'avais sélectionné tout mon mur de briques ainsi que mon logo. Cette fois, j'ai pris seulement le logo et aucune autre texture. Parce que la texture que je veux utiliser, c'est le vert qu'on avait fait pour notre tasse. Je vais la mélanger à mon logo à l'aide des nodes. Juste avant, on va se rendre compte qu'on a un problème. Mon logo va apparaître à l'envers sur la tasse. On voit ici, si je viens dans Shading, l'ajouter. Je n'explique pas comment faire étant donné qu'on l'a déjà vu dans la vidéo sur le UV Map. Je vais le connecter directement dans Surface pour qu'on puisse commencer par fixer notre logo. Et on voit qu'effectivement, il y a une rotation de 90 degrés dessus. Si vous avez bien suivi les vidéos, votre premier réflexe est de dire, c'est simple, je vais faire une rotation de 270 degrés et ça va le remettre à l'endroit. On va le tester. Et non, on voit qu'il est rendu ici. Rotation de 90 degrés ne fonctionnerait pas non plus. Il est arrivé à côté. Il est bien à l'envers, mais pas au même endroit. Et à 180 degrés, on ne le voit pratiquement pas, sous la tasse ici. Pourquoi ça fait ça, étant donné que ça marchait avec notre mur de briques? C'est simple, mais il fallait y penser. Il fallait comprendre vraiment le système. Ici, mes points de gauche à droite, c'est de 0 à 1. Quand je fais une rotation de 90 degrés, ce sur quoi je fais la rotation, c'est mon image. Là. On ne touche pas aux endroits où est le UV Map. C'est pourquoi on voyait seulement une partie à droite, c'est celle qui arrivait sur les morceaux de notre poignet ici. Donc, comment faire pour faire une rotation seulement sur mon logo? Je vous laisse du temps pour y penser.
c'est de prendre notre logo, de l'amener au centre de notre page. On fait une rotation, puis ensuite on le ramène à l'endroit en bas à gauche. Ici, on sait qu'avec un Shift-clic droit, on peut déplacer notre 2D curseur. Donc, je vais venir le placer au centre de mon image. Et là, je dois amener cette position au centre de ma page qui est à 0,5, 0,5. Donc ici, j'appuie sur N pour voir la position de mon curseur et lui, il est à 0.141, 0.095. Maintenant, il suffit de faire le calcul pour savoir de combien on doit se déplacer pour passer du point en bas au point en haut. Pour appliquer un déplacement, on va utiliser le mapping, le X 0.359 et 0.405. C'est à ce moment qu'on va lui appliquer une rotation. Donc, on doit rajouter un deuxième mapping pour que Blender comprenne qu'il doit faire cette étape en premier et ensuite la rotation. Si on écrirait la rotation ici directement, ça ne fonctionnera pas. J'applique ma rotation 270 degrés pour le remettre droit. Ensuite, je remets un troisième mapping qui lui va me ramener à ma position originale. Donc l'inverse, moins 0.359 et moins 0.405. Et mon logo est à l'endroit. On voit ici que si je fais une rotation de 90 degrés, 180 ou 270, ça fonctionne. On ne peut pas mélanger la première note de déplacement avec la rotation, mais étrangement on peut avec la deuxième et la troisième pour le déplacement de retour. Donc on peut déduire que la rotation est probablement calculée avant les déplacements. Pour ne pas prendre de chance, personnellement, je préfère garder les trois nodes. Ça me semble plus clair. L'autre façon aurait été de faire une rotation ici sur la partie qui contient l'icône, mais j'aurais été obligé de tout déplacer, mon UV. J'aurais pu aussi réexporter mon UV vers le logiciel d'édition d'images, faire une rotation sur mon icône et la ramener. Maintenant, comment faire pour mélanger l'image de mon logo avec mon BSDF? Étant donné que je ne peux pas relier les deux dans ma surface, je vais utiliser un Mix Shader qui va me permettre de mixer les deux ensemble. Donc, je viens ici dans Shader, Mix Shader. Maintenant, en reliant les deux, j'ai mon logo ici. Je peux faire F12 pour voir le résultat. Et on voit que ça fonctionne. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en l'ayant séparé comme ça, on pourrait lui ajouter d'autres nodes pour affecter seulement notre logo. Si je voulais changer par exemple la saturation de mon logo seulement, ça me permet de venir ici et de jouer avec les paramètres. On voit ici que seul le logo va être affecté. Parenthèse pour ceux qui ont activé le node Wrangler dans la vidéo précédente, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-left-click sur une node pour avoir un preview de ce qu'aurait l'air cette node si elle était connectée directement dans Surface. Donc plutôt que de les relier une par une pour faire des tests, il suffit de faire CTRL-SHIFT-left-click. Et pour l'enlever, il suffit de revenir sur Principal BSDF. J'avais mentionné que je vous montrerai d'autres façons de faire la poignée un petit peu plus poussée. Donc je vais commencer par enlever la poignée. Petite parenthèse, mon logo est disparu en même temps, c'est normal. J'ai enlevé des signes ici que j'avais fait en enlevant la poignée. J'ai modifié mon UV, donc il n'est plus bon. Je dois le refaire. Et je me rends compte en même temps, en retouchant mon UV Map, faites attention. Quand vous faites CTRL-SHIFT pour voir un preview, si on revient sur le principal, il reconnecte directement dans Surface. Nous, on l'avait connecté ici dans Shader avec l'autre. Donc, on ne veut pas qu'il parte d'ici. C'est d'ici qu'on veut qu'il parte. Donc, pour la première poignée, ce qu'on aurait pu faire, c'est sélectionner les trois faces ici, faire une extrusion, en faire une deuxième, une troisième. Et maintenant, je peux prendre les quatre coins qui sont ici. Je vais enlever les seams pour qu'on voit mieux. Et plutôt que de sélectionner les quatre coins, je vais simplement prendre la face, ça revient au même. Je maintiens Shift. Là, c'est normal que le UV aime pas ça, je rajoute de la géométrie. Normalement, on fait notre UV mapping vraiment à la toute fin. Donc, je sélectionne mes deux faces ici. Bridge Edge Loop, qui va connecter mes quatre coins ensemble. Et ça donne un différent style de poignée. Donc, en activant pour voir au travers, je peux faire 3 sur le numpad.
venir sélectionner la partie ici précisément, ce qui me permet, avec un grab sur l'axe des Y, de choisir à quelle distance. Je vais montrer une autre façon, qui est la façon peut-être la plus complexe. Donc, je vais remettre la tasse sans poignée. L'autre façon serait de sélectionner notre face ici, d'appuyer sur Numpad 3 pour se mettre en vue de droite orthographique et à l'aide d'extrusion, d'aller manuellement pour revenir en bas. Donc, je peux faire une extrusion vers la gauche ici pour y aller avec des chiffres, exemple 0.5. Après, je fais une rotation. Le problème, c'est que ça fait un petit étirement vers la droite qu'on peut améliorer en faisant un scale. Et à l'aide du node texture Magic Texture, on va le relier à un nouveau BSDF. Et simplement en jouant, c'est le genre de truc qu'on découvre en faisant des tests sur les paramètres. Personne ne sait d'avance quel résultat ça va donner précisément. Mais en jouant un peu avec la distorsion, en réduisant le scale, on commence à avoir un effet intéressant. Un espèce d'effet de bonbon mélangé psychédélique donne un look complètement différent à notre tasse. Donc on peut voir avec F12 et ce sans besoin d'UV mapping. Donc c'est un des gros avantages de faire les textures de façon procédurale. On n'a pas de seam à faire, on n'a pas besoin d'UV mapping. On peut l'utiliser quand même pour placer notre texture de façon plus précise. La partie 2 est maintenant terminée. Il ne reste plus que la partie 3 avec des conseils et les solutions aux problèmes les plus fréquents que vous risquez de rencontrer.